Il y a des endroits où les règles ne se voient pas, mais se ressentent. La Thaïlande en fait partie. Dans ce pays, un sourire peut cacher un avertissement. Un geste mal interprété peut vous causer des ennuis. Même une blague peut vous conduire en prison. Les apparences peuvent être trompeuses, surtout lorsqu'il s'agit de femmes. Dans certaines tribus, ils portent des anneaux qui allongent leur cou jusqu'à l'extrême. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de culture, d'identité et aussi de douleur. Dans d'autres régions, les femmes participent à un business beaucoup plus sombre, le tourisme sexuel. Des jeunes qui sourient aux étrangers, non pas par plaisir, mais parce qu'ils sont pris au piège d'un système qui les exploite pendant qu'ils font semblant d'être heureux. Et tandis que les sourires distraient, d'autres règles invisibles peuvent jouer contre vous. La tête, surtout celle d'un enfant, est considérée comme sacrée. Toucher cette partie du corps n'est pas un geste affectueux, mais plutôt un manque de respect. Pointer du pied est également mal vu, mais le plus délicat est de parler du roi. Ce n'est pas seulement irrespectueux, c'est un crime. Plusieurs touristes ont déjà été arrêtés pour ne pas l'avoir compris à temps. La Thaïlande ne se résume pas seulement à des temples dorés et à des plages dignes d'une carte postale. C'est un pays aux codes invisibles où ce que vous ne savez pas peut vous coûter cher. Êtes-vous prêt à voir son vrai visage? Bienvenue à Mandar. C'est parti! Dans certaines régions de Thaïlande, le mariage ne commence pas par un « oui, je le veux », mais par un test intime, sous la supervision de la famille. Au cœur de l'Asie du Sud-Est, là où la jungle se mêle aux montagnes reculées, existe un groupe ethnique presque invisible au monde, les Karen. Ils vivent entre la Thaïlande et la Birmanie, préservant une tradition qui défie les normes sociales modernes. Pour eux, le mariage n'est pas signé, c'est testé. Avant d'officialiser une union, le couple vit ensemble pendant un temps sous le même toit. Ils partagent un lit, des tâches et des routines, comme s'ils étaient déjà mariés. La famille regarde, évalue et décide si l'union est viable. Cet essai sur le mariage n'est pas facultatif. Dans de nombreux cas, c'est une étape nécessaire. Ils appellent cela un « mariage à l'essai ». Et même si cela peut sembler une vieille coutume, elle est toujours en vigueur. Il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas de cérémonie romantique. Juste une véritable expérience testant la compatibilité, l'obéissance et la stabilité. S'ils échouent, le lien est annulé. Si ça marche, c'est formalisé. Mais quelle part de ce rite relève de la tradition? Et quelle part de contrôle est-il déguisé en coutume? Peu de gens imaginent l'importance réelle que revêt la figure féminine dans les coins les plus cachés de la Thaïlande. Dans un pays perçu de l'extérieur comme traditionnel et conservateur, les apparences peuvent être trompeuses. Les femmes ne soutiennent pas seulement la famille. Ils fonctionnent également comme des axes cachés de pouvoir politique, spirituel et sexuel. Depuis l'Antiquité, leur rôle n'était pas secondaire. Dans la mythologie locale, elles ne sont pas des muses. Ce sont des entités dotées de pouvoir. Ils décident, ils punissent, ils protègent. Mae Thorani, la terre-mère, est plus qu'un symbole. Elle est invoquée par les moines pour chasser le mal. Et ce n'est pas une figure du passé. Sa présence demeure vivante dans les temples et dans les maisons. En Thaïlande, le sacré a un visage de femme. Combien de cultures peuvent en dire autant? Mais cela ne reste pas au niveau religieux. Dans le nord et le nord-est du pays, de nombreuses tribus ont conservé des systèmes matrilinéaires. C'est la femme qui hérite, commande et préserve l'identité du groupe. Dans certaines villes, le nom maternel a plus de valeur que le nom paternel. Et celui qui ne l'accepte pas est éliminé. Alors que le monde regarde la Thaïlande avec des idées préconçues au plus profond du pays, le pouvoir féminin continue d'opérer selon des règles que peu de gens comprennent.
quels autres systèmes cachés sont encore en vie sans que personne ne les remette en question? L'image de la Thaïlande comme un pays de temples et de plages cache une réalité plus complexe et moins connue. Derrière les néons et la musique forte se cache une industrie qui génère des millions et que peu de gens osent explorer en profondeur. Bangkok et Pattaya sont les épicentres d'un tourisme qui va au-delà du conventionnel. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cet aspect a des racines profondes dans l'histoire du royaume d'Ayutthaya, où existaient déjà des zones de plaisir pour les visiteurs étrangers. La sensualité, loin d'être un tabou, faisait partie des échanges culturels. La guerre du Vietnam a tout changé. Des milliers de soldats américains ont trouvé en Thaïlande un havre de paix et de divertissement. C'est à cette époque que les quartiers chauds organisés ont pris forme, transformant une pratique historique en une industrie de plusieurs millions de dollars. Dans Soai Cowboy et Walking Street, ce qui se passe la nuit rompt avec toute image idéalisée du pays. Le spectacle de ping-pong est peut-être le plus emblématique, attirant les touristes avec un mélange de curiosité morbide et de curiosité. Ces spectacles, bien que controversés, font partie intégrante de la vie nocturne thaïlandaise. On ne peut pas parler de cette scène sans évoquer les Kathoey, connus en Occident sous le nom de Ladyboys. Ces personnes trans ou de genre non-binaire font partie de la société thaïlandaise depuis des générations, avec des rôles reconnus même dans les temples et les rituels. Leur présence est acceptée avec un naturel qui surprend de nombreux visiteurs. Cependant, derrière la façade de l'acceptation, il y a des réalités plus sombres. De nombreuses personnes se lancent dans ce secteur par nécessité économique, en particulier dans les zones rurales où les opportunités sont limitées. Pour certains, c'est une forme d'autonomisation. Pour d'autres, une question de survie. L'influence du bouddhisme en Thaïlande a conduit à une culture étonnamment ouverte concernant l'expression du corps humain. La nudité n'a pas toujours été considérée comme vulgaire, et la sexualité, dans certains contextes, est considérée comme faisant partie de la nature humaine et non comme un tabou. Les rituels anciens comprenaient des danses féminines pleines de symbolisme et d'énergie vitale, où les femmes étaient les protagonistes. Il est impossible de comprendre l'essence profonde de la Thaïlande sans regarder à travers les yeux de ces femmes. Ils ont tissé, silencieusement et parfois dans l'ombre, les fils d'une culture riche en beauté, en sagesse et en pouvoir caché. Et si cela vous a surpris, ce qui va suivre révélera encore plus de secrets enfouis dans les montagnes et les temples d'Asie. Après la tombée de la nuit à Bangkok ou à Pattaya, de nombreux touristes suivent un itinéraire non indiqué dans les brochures. Ils se dirigent vers les îles thaïlandaises, attirés non seulement par le paysage, mais par quelque chose de plus profond, de moins visible et de beaucoup plus controversé. Koh Phangan, Koh Phi Phi et Koh Tao sont des noms familiers, mais pas pour leur temple ou leur marché flottant. L'une des fêtes les plus massives d'Asie du Sud-Est se déroule ici, la Full Moon Party. Ce qui a commencé dans les années 1980 comme un petit rassemblement de routards est devenu un événement avec des milliers de participants, de l'alcool non réglementé et une consommation de drogue incontrôlée. L'événement a lieu chaque pleine lune sur la plage de Hadrin. Pendant des heures, la musique électronique joue sans interruption. Des dizaines de milliers de corps dansent sous les effets combinés de la chaleur, des drogues et de l'euphorie. L'alcool est vendu dans des seaux. Il n'y a pas de contrôle de dose. Résultat, empoisonnement, accidents et disparitions. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est ce qui se passe ensuite. Lorsque la musique s'estompe et que les lumières s'éteignent, le terrain est jonché d'aiguilles, de bouteilles cassées et de traces de rituels improvisés. Il existe des cas de touristes disparus sans laisser de traces. En 2014, le meurtre de 2 jeunes Britanniques à Koh Tao a révélé la violence sous-jacente. L'affaire impliquait des défaillances de la police, des accusations contre des immigrants birmanes et une falsification de preuves. Ils appellent cette île
l'île des morts. Le tourisme festif a également alimenté la croissance du sexe temporaire. Sur plusieurs de ces îles, des femmes locales ou migrantes travaillent de manière saisonnière, établissant des relations avec les touristes pendant des jours ou des semaines. Ces pratiques ne sont ni enregistrées ni protégées. Ils sont souvent liés à des réseaux plus vastes d'exploitation sexuelle, notamment pendant les périodes de forte affluence touristique. Sur certaines plages moins surveillées, comme certaines zones de Koh Chang, des rituels spirituels ont été documentés, combinés à la consommation d'ayahuasca, importée illégalement d'autres pays asiatiques. Ces cérémonies, sans surveillance médicale, sont proposées comme des expériences chamaniques à des touristes qui paient des sommes importantes pour de supposées purifications. En 2018, un citoyen européen est décédé après avoir ingéré des concoctions psychédéliques lors d'une de ses retraites. L'écotourisme est utilisé comme façade dans de nombreux cas. Certains centres de méditation fonctionnent sans licence. Derrière ces murs se déroulent des retraites qui combinent des pratiques spirituelles thaïlandaises avec des éléments étrangers, générant des syncrétismes instables. Il n'existe aucune réglementation de l'État sur ce qui est proposé, ni aucun contrôle sur qui le fournit. Parallèlement, les îles ont également été utilisées comme pointes de transit pour le trafic de drogue. En raison de leur proximité avec des routes maritimes mineures, ils ont été identifiés comme des arrêts de transit pour les substances illégales à destination de marchés plus importants, tels que la Chine, la Malaisie ou l'Australie. En 2021, une opération conjointe entre les autorités thaïlandaises et australiennes a permis d'intercepter une cargaison de méthamphétamine liquide au large de Koh Samui. Derrière les plages de cartes postales, les îles thaïlandaises sont devenues des zones où les lois sont floues et où le spirituel, l'illégal et le touristique coexistent sans frontières claires. Les temples au sommet des collines cohabitent avec des fêtes incontrôlées. Les pratiques bouddhistes se mêlent à des rituels ésotériques improvisés. Et au milieu, des milliers de touristes enregistrent des vidéos sans comprendre qu'ils font partie d'un système beaucoup plus sombre. Le nombre de corps non réclamés dans les morgues sur des îles comme Koh Tao est rarement évoqué. Certains ne portent pas de pièces d'identité. D'autres sont incinérés sans autopsie complète. Les ambassades ne sont informées que lorsqu'il y a une pression médiatique. Dans quelle mesure ces îles sont-elles des paradis? Et à quel moment sont-elles devenues des terres de non-droit? Après avoir parcouru les îles du sud de la Thaïlande, où la fête semble sans fin et le paysage cache tout danger, il y a un détail que presque personne ne remarque. Des panneaux bleus, écrits en thaï, apparaissent disséminés parmi les bars, les hamacs et les palmiers. Ils ne font pas la promotion des excursions. Ils n'indiquent pas d'attraction. Ce sont des voies d'évacuation en cas de tsunami. Ces panneaux sont là parce que le 26 décembre 2004, la mer est devenue un piège mortel. À 7h58, un tremblement de terre de magnitude 9,1 au large des côtes de Sumatra a déclenché l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices du siècle. Les vagues ont atteint jusqu'à 30 mètres de haut. En Thaïlande, les inondations ont dévasté des zones touristiques de grande valeur, telles que Phuket, Phi Phi et Khao Lak. Plus de 300 personnes sont mortes. Plus de 8000 personnes ont été blessées. Et plus de 2100 n'ont jamais été retrouvées. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que parmi les victimes se trouvaient des milliers de travailleurs illégaux originaires de Birmanie, du Laos et du Cambodge. Ils n'étaient pas enregistrés. Ils n'apparaissent pas sur les listes officielles. Beaucoup de leurs corps ont été enterrés dans des fosses communes sans être identifiés. Le nombre réel de morts reste inconnu. Suite à la catastrophe, un système d'alerte précoce a été installé. Des caméras, des capteurs de pression sous-marins, des bouées et des sirènes ont été déployés le long de la côte. Mais l'entretien a été irrégulier. À plusieurs reprises, les sirènes ont échoué. Certains haut-parleurs ont été volés. Et dans les zones reculées, les habitants ignorent complètement comment ils fonctionnent. Le système, qui a coûté plus de 20 millions de dollars, ne garantit pas une réponse efficace si un événement similaire se reproduit.
L'un des aspects les moins connus du Siam était sa structure juridique parallèle. En plus du système juridique formel, il existait un réseau de justice fondé sur des croyances animistes. Les personnes accusées de trahison, de sorcellerie ou de malédiction étaient soumises à des rituels de purification qui comprenaient l'isolement, la mutilation rituelle et l'enterrement précoce. Certains documents du XVIIIe siècle décrivent des punitions telles que l'ingestion forcée de mercure ou l'exposition prolongée au soleil pour chasser le mauvais esprit. Ces pratiques n'ont pas disparu avec la modernisation. Dans les communautés rurales du Nord, des cérémonies appelées Fiti Fra Fum sont encore pratiquées, invoquant les esprits de la terre pour intervenir en cas de maladie ou de malheur inexpliqué. Il a parfois été démontré que des personnes soupçonnées de porter malheur sont expulsées du village ou soumises à des rituels d'exclusion similaires à un procès informel. La ville d'Ayutthaya, ancienne capitale du royaume, conserve des temples dont le symbolisme n'apparaît pas dans les guides touristiques. Les reliefs avec des figures décapitées, des serpents enroulés et des yeux triangulaires font référence à des croyances ésotériques qui mélangent l'hindouisme, le bouddhisme tantrique et les cultes pré-brahmaniques. À certaines périodes de l'année, les moines des ordres fermés pratiquent des retraites de silence absolu, où seule l'écriture avec du sang animal est autorisée, comme une forme de connexion avec le plan invisible. Même à Bangkok, le palais royal a été construit selon des principes qui ne sont pas publics. L'orientation de ces tours est alignée sur des configurations astronomiques qui coïncident avec les dates rituelles de l'ancien calendrier lunaire siamois. Le Chakri Mahaprasat, par exemple, a été conçu avec des proportions rappelant les structures d'Angkor Wat, établissant ainsi une continuité symbolique entre le pouvoir thaïlandais et l'Empire Khmer. Ce que très peu de gens savent, c'est qu'il existe encore aujourd'hui un réseau de gardiens du savoir ancien. Certains étaient moines, d'autres des médecins traditionnels, et d'autres anciens fonctionnaires de l'État. Ce groupe conserve des manuscrits écrits en Khomtai, une écriture ancienne qui n'est plus officiellement enseignée. Ils contiennent d'anciennes formules médicinales, des techniques de combat au corps à corps et des rituels de consécration interdits par le gouvernement moderne. En 1976, le département des Beaux-Arts de Thaïlande a confisqué plus de 300 de ces documents, affirmant qu'ils mettaient en danger la stabilité nationale en promouvant des croyances irrationnelles. Depuis, une politique de folklorisation s'est imposée. Ce qui était autrefois sacré est devenu culture touristique. Mais certaines pratiques n'ont jamais été exposées, et ils continuent d'être célébrés dans des temples qui n'apparaissent pas sur les cartes. La Thaïlande est un territoire traversé par des structures invisibles de pouvoir spirituel. Pour comprendre comment fonctionne ce réseau, il faut regarder au-delà des temples dorés et des danses rituelles. Au centre de cette architecture religieuse se trouve la Sangha, la communauté monastique bouddhiste. Mais sa fonction va bien au-delà du spirituel. La Sangha ne se contente pas de prêcher. Il contrôle des propriétés, gère des dons de plusieurs millions de dollars et exerce une influence directe sur les décisions politiques. En 2022, le système bouddhiste thaïlandais a reçu plus de 3 milliards de bahts de contributions de l'État sans audit externe. Certains monastères fonctionnent comme des centres de pouvoir local, avec leur propre système de justice et de surveillance. La corruption au sein du clergé est un problème passé sous silence. Des moines de haut rang ont été arrêtés pour blanchiment d'argent, trafic de reliques et même exploitation sexuelle. Mais peu d'affaires aboutissent à un procès. Le bouddhisme en Thaïlande est protégé par un mélange de vénération populaire et de silence institutionnel. Ce silence est soutenu par un autre pilier, les rituels de protection. Des amulettes bénies, des tatouages sacrés connus sous le nom de Sak Yant et des objets imprégnés de cendres humaines font partie d'un marché noir de plusieurs millions de dollars. À Bangkok, il existe des zones où sont trafiquées des amulettes considérées comme maudites
liés à des rituels mêlant bouddhisme, animisme et magie noire. Certains contiennent des fragments d'os ou des fluides humains. Les autorités le savent, mais la pression sociale les empêche d'agir. L'un des rituels les plus extrêmes est le Kuman Thong, la création d'un esprit gardien enfant. À l'origine, ce rite consistait à extraire le fœtus d'une mère décédée pendant la grossesse et à le momifier. L'esprit de l'enfant, disait-on, apportait chance et protection. Bien que le procédé ait été adapté aujourd'hui, il existe encore des rapports faisant état de Kuman Thong fabriqués à partir de vrais restes. En 2012, un citoyen taïwanais a été arrêté à Bangkok pour avoir tenté de faire le trafic de fœtus momifiés recouverts de feuilles d'or. La pratique est toujours vivante, mais elle reste discrète. La Thaïlande abrite également des réseaux de moines opérant en dehors du sangha officiel. Ce sont les soi-disant Phra Tham, des moines renégats qui mélangent bouddhisme, ésotérisme et pouvoir personnel. Certains prétendent être possédés par des entités anciennes. D'autres proposent des rituels pour contrôler les gens, briser des mariages ou modifier les résultats commerciaux. Ils évoluent entre illégalité et dévotion populaire. Pour beaucoup, ces moines ont plus de pouvoir qu'un gouverneur. Cette structure religieuse a façonné la culture thaïlandaise jusque dans ses aspects les plus intimes. Les maisons possèdent des autels dédiés aux esprits tutélaires, appelés Phra Phum. On pense que ces entités doivent être nourries quotidiennement avec de la nourriture, des fleurs ou de l'alcool. Si on ne les contrôle pas, ils peuvent devenir vengeurs. Dans les zones rurales, on rapporte des cas d'enfants malades ou de personnes mourant sans cause apparente attribuées à des esprits offensés. Ce n'est pas du folklore. C'est une réalité qui influence les décisions quotidiennes, de la construction d'une maison au refus d'un contrat commercial. Même le système pénitentiaire a absorbé ces codes. Dans certaines prisons thaïlandaises, les détenus accomplissent des rituels bouddhistes obligatoires et certains tatouages spirituels sont considérés comme une forme de hiérarchie non officielle. Il existe des témoignages de détenus tatouant des amulettes sur leur langue ou à l'intérieur de leurs paupières comme forme de protection contre les ennemis invisibles. Personne ne les force. Mais tout le monde sait que refuser peut avoir des conséquences. En Thaïlande, la nourriture n'est pas seulement de la nourriture, c'est un rituel, une pratique culturelle où le spirituel et le physique se mélangent sans prévenir. Chaque ingrédient a une fonction. Chaque saveur répond à une logique ancestrale. Mais derrière la couleur et l'arôme, il y a des codes que peu connaissent. Dans la médecine traditionnelle thaïlandaise, la nourriture ne nourrit pas seulement. Ils équilibrent les énergies internes. Ils sont classés comme chauds ou froids, non pas en fonction de leur température, mais en fonction de leur effet sur le corps. Cette logique est profondément influencée par le bouddhisme et l'animisme. Manger n'est pas une action anodine. C'est une façon de modifier l'état physique, mental et spirituel. Les plats les plus populaires, comme le tom yum ou le som tam, ne sont pas des recettes aléatoires. Ils contiennent des herbes aux propriétés rituelles. Le galanga, la citronnelle, le citron vert kaffir et le piment ajoutent bien plus que de la saveur. Ils sont également utilisés dans les rituels de purification, dans les sorts de protection et comme offrande aux esprits. Dans les zones rurales, le Huan, un ancien rituel animiste au cours duquel de la nourriture est offerte au esprit de l'âme d'une personne malade ou faible, est toujours pratiqué. La nourriture a pour rôle d'attirer, d'apaiser ou de renforcer ces forces invisibles. Ce n'est pas seulement symbolique. Il existe une procédure spécifique, avec des règles spécifiques. Et si l'équilibre est rompu, cela est considéré comme une offense directe au monde spirituel. Quand la nuit tombe en Thaïlande, les marchés nocturnes se transforment. Ce ne sont pas de simples espaces commerciaux. Ils fonctionnent comme des nœuds cachés où convergent l'économie informelle, les croyances anciennes, le trafic illégal et les pratiques qui échappent à l'attention du touriste moyen. Derrière les étals éclairés au néon, un réseau silencieux s'agite. On y vend des amulettes bénies par les moines, mais aussi des talismans de magie noire préparés dans les temples occultes. Certains sont fabriqués à partir d'os humains, de cheveux ou de fluides corporels.
Ils sont utilisés dans des rituels pour manipuler la volonté des autres, attirer des clients ou nuire aux ennemis. Bien qu'illégaux, ces objets continuent de circuler en toute impunité. Le sai sin, un fil béni par les moines, est proposé sur plusieurs stands. Mais tous ne sont pas authentiques. Il existe des versions altérées par des praticiens de la sorcellerie, imprégnées d'intentions spécifiques. Ils sont vendus comme une protection, mais ils peuvent avoir un autre but, générer une dépendance spirituelle. Il existe des cas documentés de personnes qui, après avoir utilisé l'un de ces fils contrefaits, ont développé des états de paranoïa, d'insomnie et d'hallucination. Sur les marchés de Chiang Mai et de Bangkok, certains établissements clandestins n'apparaissent ni sur les cartes ni sur les réseaux sociaux. Ils travaillent sur recommandation. Des ingrédients non autorisés y sont vendus, du venin de scorpion, de la bile de serpent et des organes d'animaux exotiques. Tout cela sous la logique de la médecine traditionnelle ou de l'occultisme. Dans certains milieux, on pense que la consommation de ces produits confère un pouvoir physique ou une influence spirituelle. Il existe également une pratique connue sous le nom de « manger l'ombre ». Ce sont des plats préparés exclusivement pour les esprits, pas pour les humains. Mais certains vendeurs les proposent à des personnes qui veulent attirer la chance. Les manger, selon la croyance, peut perturber l'équilibre entre le monde visible et invisible. Certains moines avertissent que ces aliments agissent comme des invitations ouvertes aux entités du bas astral. Dans certains marchés du Nord, il existe des zones contrôlées par les mafias locales. Des objets religieux interdits y sont trafiqués, comme les figurines Kumantong, une amulette fabriquée à partir de restes fétaux. Bien que cette pratique soit punissable, elle est toujours d'actualité. On pense que ces amulettes, si elles sont offertes quotidiennement, peuvent accorder des faveurs surnaturelles. La police a découvert des ateliers où est réalisée une production industrielle destinée à l'exportation clandestine. Le tourisme a normalisé ces marchés en tant qu'attraction culturelle. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que dans de nombreux cas, ils servent de couverture. Derrière le spectacle gastronomique et l'artisanat, se cachent des réseaux qui financent des temples illégaux, des opérations de contrebande et le trafic de reliques religieuses extraites de ruines protégées. Dans la province de Nakhon Ratchasima, des chercheurs ont trouvé des statues bouddhistes originales à vendre, cachées parmi des copies bon marché. Ces pièces ont été volées dans d'anciens temples et leur commerce est lié à des rituels de pouvoir et de contrôle. En acheter un peut sembler anodin, mais pour de nombreuses communautés, il s'agit d'une profanation directe qui perturbe l'équilibre spirituel du lieu. Même le son joue un rôle sur ces marchés. Certains vendeurs diffusent des mantras ou des sons rituels à faible volume, soi-disant pour attirer les acheteurs. En fait, ils sont conçus pour modifier la perception, générer des suggestions ou même ouvrir des canaux spirituels selon certaines écoles occultes d'Asie du Sud-Est. Ce qui se passe sur les marchés nocturnes de Thaïlande n'est pas un simple échange de marchandises. C'est un croisement entre le visible et l'invisible, entre ce qui est légal et ce qui est interdit. Un système qui a appris à camoufler le sacré, l'obscurité et le marginal sous le couvert du folklore et du tourisme. Alors que le monde détourne le regard, une ville de Thaïlande a été envahie par une espèce qui ne craint plus les humains. Pouvez-vous imaginer marcher dans une ville envahie par des milliers de singes, pénétrer dans des temples, voler de la nourriture et vous battre devant des touristes imperturbables? Ce n'est pas un film ou une exagération, c'est réel. Et cela se produit chaque année à Lopburi, en Thaïlande. La ville célèbre un rituel connu sous le nom de Monkey Buffet Festival. À première vue, cela ressemble à une attraction touristique. Des tables chargées de fruits, de pâtisseries et de boissons gazeuses offertes aux macaques qui peuplent le temple Phra Prang Samyot.
Pendant la pandémie, sans touristes pour les nourrir, les groupes de macaques sont devenus agressifs. Ils sont descendus dans la rue, ont cambriolé des commerces et se sont battus pour des zones d'influence. Il existe des vidéos où on les voit envahir des supermarchés et détruire des motos. Dans certaines zones de Lopburi, la population humaine recule. Ce sont des zones où ni l'État ni la police ne gouvernent. Le chaos règne. Ce n'est pas le seul cas. Dans d'autres temples du pays, comme celui de Prashwap Kirikhan, les singes dominent également. Mais à Lopburi, la situation s'est aggravée pour une raison évidente. Le gouvernement local a décidé de faire des singes une attraction touristique permanente. Le tourisme des singes est une industrie de plusieurs millions de dollars. Mais cela crée également un écosystème où les animaux, sans prédateurs naturels et avec une nourriture constante, se reproduisent de manière incontrôlable. Certains experts locaux ont averti que la croissance exponentielle de ces populations pourrait mettre à mal l'équilibre sanitaire et urbain. En 2020, un responsable du département des parcs nationaux a averti que, si la population n'est pas limitée maintenant, elle pourrait être incontrôlable dans 5 ans. Mais intervenir n'est pas chose facile. Les lois thaïlandaises protègent ces singes en tant qu'espèces indigènes. De plus, toute tentative de contrôle pourrait être interprétée comme un acte offensant envers les croyances religieuses. Cela a créé un vide juridique où la biologie, la religion et le tourisme entrent en conflit direct. Parallèlement, dans les zones rurales du nord du pays, les singes font également partie des rituels chamaniques. Dans certains villages, on leur offre de la nourriture dans le cadre de cérémonies de fertilité ou de purification spirituelle. Mais ces rituels étaient symboliques. Ce qui se passe aujourd'hui à Lopburi est différent. Une symbiose forcée entre les animaux sauvages et la structure économique du tourisme de masse. Et tandis que le gouvernement continue de promouvoir le festival comme un événement culturel, les incidents continuent d'augmenter. On rapporte des attaques contre des enfants, des vols violents contre des personnes âgées et même des groupes de singes bloquant les rues pour exiger de la nourriture. Comme s'ils comprenaient que, dans ce lieu, ils ne sont plus des visiteurs. Ils sont propriétaires. Alors que les touristes visitent les temples bouddhistes et les plages paradisiaques, très peu se tournent vers le nord. C'est là que se trouve l'une des zones les plus contrôlées, dangereuses et silencieuses d'Asie, le Triangle d'Or. Un point géographique où convergent la Thaïlande, le Laos et le Myanmar. Mais cette triple frontière n'est pas devenue célèbre pour sa culture ou sa beauté naturelle. Elle est devenue connue pour une seule raison, la production et le trafic d'opium. Pendant des décennies, cet endroit a été l'un des principaux centres de trafic de drogue au monde. Le terme « Triangle d'Or » a été inventé par la CIA dans les années 1970, à une époque où cette région produisait jusqu'à 70% de l'opium mondial. De là, la drogue était distribuée vers l'Europe, les États-Unis et d'autres marchés par des voies fluviales, des caravanes terrestres et, dans de nombreux cas, des vols clandestins. L'opium était cultivé sur les pentes des montagnes par des communautés entières, souvent sous la menace ou le contrôle de groupes armés. Ces groupes, loin d'être improvisés, étaient connectés à des réseaux militaires et à des structures étatiques. Certains rapports déclassifiés établissent un lien entre les opérations secrètes de la CIA et des factions armées locales, justifiées sous le prétexte de stopper la propagation du communisme en Asie du Sud-Est. L'un des acteurs les plus obscurs de cette histoire est Khun Sa, également connu sous le nom de « roi de l'opium ». Commandant de l'armée de l'État Shan, il a réussi à consolider un empire de la drogue qui, à l'époque, rivalisait avec les principaux cartels latino-américains. Il contrôlait les itinéraires, négociait avec des intermédiaires et utilisait des enclaves protégées dans la jungle pour traiter la drogue. Pendant des années, il a opéré dans une impunité qui n'est possible qu'avec une protection au plus haut niveau. La ville de Chiang Saen, sur les rives du Mékong, est l'un des centres névralgiques du triangle. Là, une grande statue dorée de Bouddha domine la triple frontière. Mais sous cette façade religieuse se cache une histoire de tunnels, de routes illégales et de marchandises déguisées. Bien que les autorités nient leur existence, de nombreuses enquêtes pointent vers des compartiments secrets dans des temples,
des bateaux et des entrepôts déguisés en zones touristiques. Au Laos, de l'autre côté du Mékong, il existe des villages entiers qui ont vécu pendant des années sous un modèle économique basé exclusivement sur la culture du pavot. Beaucoup de ces habitants n'ont jamais connu d'autres formes de subsistance. Le gouvernement a tenté de convertir ces zones en culture légale, mais la négligence institutionnelle, la corruption et la rentabilité du trafic de drogue ont rendu le changement presque impossible. Au Myanmar, la situation est encore plus complexe. Les groupes armés ethniques tels que l'armée unie de l'État de Wa ont maintenu une économie de guerre alimentée par la drogue. Ils contrôlent des territoires entiers où ni l'État ni la loi n'ont de présence. Ces zones sont utilisées pour traiter l'héroïne et, ces dernières années, également la méthamphétamine, qui est devenue une nouvelle plaque tournante pour les exportations illégales vers la Chine, l'Inde et la Thaïlande. L'impact social a été dévastateur. Dans de nombreuses communautés, la consommation d'opium est devenue courante. Certains groupes ethniques l'ont même intégré dans leurs rituels et pratiques traditionnelles. Il existe des cas documentés où des personnes âgées, des femmes enceintes et même des enfants consomment régulièrement cette substance. Non pas pour les loisirs, mais dans le cadre d'une structure imposée depuis des générations. Aujourd'hui, le triangle d'or a changé. Le pavot a cédé la place à des drogues synthétiques plus rentables et plus faciles à produire. Mais le principe reste intact. Contrôle territorial, réseaux illégaux et silence institutionnel. Les routes fluviales restent actives. Les cargaisons continuent de traverser. Et les noms derrière l'entreprise restent cachés. Maintenant, je vais vous montrer un rituel que très peu de gens comprennent vraiment. Ce n'est pas seulement un sport, ni un simple spectacle. Il s'agit d'une cérémonie de guerre, chargée de violences rituelles, de symboles occultes et de soumission spirituelle. Cela s'appelle le Muay Thai, mais ce que vous voyez dans les stades modernes n'est que la surface. Le Muay Thai, qui s'exporte aujourd'hui comme art martial national, est en réalité une adaptation récente. À l'origine, ce n'était ni un sport, ni une tradition culturelle. C'était une technique de guerre mortelle. Il est né dans le royaume de Sukhothai, au XIIIe siècle, dans le cadre de la formation militaire de l'armée siamoise. Son seul but était de tuer l'ennemi à main nue. Chaque coude, chaque genou a été conçu pour se fracturer, suffoquer ou se neutraliser immédiatement. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de juge, il n'y avait que des morts ou des survivants. Mais ce qui fait véritablement du Muay Thai un phénomène unique n'est pas sa technique, mais sa charge rituelle. Avant chaque combat, on exécute du Waikru Ram Muay, une chorégraphie obligatoire qui n'est pas décorative. C'est une invocation directe aux esprits protecteurs, aux ancêtres et aux maîtres morts. C'est un pacte. Le combattant se soumet à des forces invisibles et demande la permission de combattre. Ne pas le faire est considéré comme une provocation au sacré. Ceux qui ignorent le rituel s'exposent non seulement à la défaite, mais aussi à des accidents inexpliqués, à des blessures répétées, voire à la possession. Ce n'est pas un mythe moderne. Cela est documenté dans des textes anciens conservés dans des temples tels que Wat Phra Chetufon à Bangkok. Le combat est lié à l'univers spirituel thaïlandais, dominé par un mélange de bouddhisme, d'animisme et de sorcellerie populaire. Le ring n'est pas seulement une scène. C'est un espace sacré où s'affrontent non seulement deux corps, mais deux énergies vitales en conflit. C'est pourquoi l'anneau est béni avec de l'eau consacrée et des symboles protecteurs invisibles sont dessinés avant le combat.
Voyager en Thaïlande est facile. Trop facile. Vous n'avez pas besoin de visa si votre séjour est inférieur à 30 jours. Et Bangkok possède l'un des aéroports les mieux connectés d'Asie du Sud-Est. Pour le touriste moyen, cela semble pratique. Mais pour ceux qui gèrent des réseaux illégaux, de trafic d'êtres humains ou de trafic d'amulettes, aussi. La Thaïlande est l'un des pays les plus accessibles au monde. Cette accessibilité n'est pas fortuite. Depuis des années, le pays favorise le tourisme de masse, qui représente plus de 20% de son économie. Mais ce tourisme ne se limite pas aux plages ou aux temples. Il existe un autre type de visiteurs, ceux qui n'apparaissent pas dans les statistiques officielles. Et les itinéraires qu'ils empruntent ne figurent pas non plus sur les cartes. Se déplacer dans le pays est rapide et bon marché. Il existe des trains, des bus, des taxis et des vols intérieurs qui relient même les coins les plus reculés. Mais cette infrastructure ne sert pas seulement au tourisme. Elle facilite également le transport de marchandises illégales, allant des drogues synthétiques comme le yaba aux enfants kidnappés dans les zones rurales du Nord. En Thaïlande, le tourisme d'organes existe. Ce n'est pas une théorie. En 2010, un rapport du ministère de la Santé a révélé l'existence de réseaux clandestins de prélèvement d'organes sur des migrants sans papier, dont beaucoup venaient de Birmanie ou du Laos. Les corps n'ont jamais été réclamés. Et les hôpitaux qui collaboraient savaient à qui ne pas poser de questions. Les régions les plus vulnérables sont les régions frontalières. Chiang Rai, Mae Sot, Tak. C'est ici que les ONG ont documenté des disparitions systématiques. Des femmes, des enfants, même de jeunes moines. Dans de nombreux cas, les autorités locales n'enquêtent pas. Ou pire, ils font partie du système qui protège ceux qui peinent pour le silence. Pour le visiteur étranger, rien de tout cela n'est visible. Vous pouvez acheter un billet de train à Bangkok pour moins d'$1 et voyager à travers la moitié du pays sans montrer de pièce d'identité. Cette liberté est attrayante, mais elle ouvre également la porte à l'anonymat. Et en Thaïlande, l'anonymat a un prix. Il y a des auberges où l'on ne demande jamais votre passeport. Bars où il n'y a pas de caméra de sécurité. Ports où les marchandises arrivent sans inspection officielle. Ce sont des espaces conçus pour que personne ne pose de questions. Et si vous posez des questions, quelqu'un viendra vous dire qu'il vaut mieux ne pas insister. Même les applications mobiles les plus populaires auprès des touristes, comme Grab et ToothGo, ont été utilisées par des réseaux illégaux pour transporter des personnes sous de fausses identités. Il y a eu des cas de mineurs transportés de Nong Khai à Phuket en utilisant des réserves apparemment normales. L'itinéraire est déguisé en voyage touristique. Mais la destination finale est autre chose. Sur les îles du Sud, comme Koh Tao ou Koh Samui, il y a des histoires qui se répètent, des touristes qui disparaissent, des enquêtes archivées sans explication. En 2014, 2 routards britanniques ont été brutalement assassinés à Koh Tao. La police a accusé 2 immigrants birmans sans preuves solides. Plusieurs médias internationaux ont fait état d'une dissimulation, mais l'affaire a été classée sans appel et avec une condamnation rapide. Aujourd'hui, de nombreux habitants évitent d'aborder le sujet. Se déplacer à l'intérieur du pays est également le moyen le plus courant pour les étrangers d'accéder à des rituels qui frôlent l'illégalité. Il y a des moines qui offrent des bénédictions avec du sang, des chamans qui invoquent les esprits à travers des possessions réelles. Il existe des enregistrements cachés montrant des rituels où des animaux sont sacrifiés lors de cérémonies secrètes pour des clients internationaux. Dans certains temples ruraux, des échanges ont lieu où le touriste fait une offrande et reçoit un sakyant, le tatouage magique. Mais ce qui n'est pas partagé, c'est que certains de ces tatouages, notamment ceux appliqués avec des aiguilles imbibées de cendres humaines ou de fluides corporels, font partie de rituels que les moines traditionnels considèrent comme dangereux, parce qu'ils ne sont pas destinés à protéger, mais à dominer spirituellement celui qui les porte. Tout cela se déroule en parallèle avec le tourisme conventionnel. Le voyageur imprudent ne le remarque jamais. Mais celui qui cherche davantage le trouve. Bangkok n'est que la porte d'entrée. Le véritable voyage commence lorsque vous décidez d'aller au-delà de ce qui est autorisé. La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous déplacer librement en Thaïlande. La question est,
Qu'êtes-vous prêt à voir lorsque vous le faites?